Action, comme vous le voyez, c'est une séance consacrée à The Wicker Man grâce à Marc Collery. Marc Collery, distributeur qui a fondé la société de distribution Lost Film. Si vous connaissez Grande Action, si vous êtes des fidèles à nous, vous ne pouvez pas ne pas avoir rencontré Marc, assisté à ces séances qui sont toujours pleines de surprises, qui sont toujours décorées, il y a toujours à manger, à boire, bien, il ne vient jamais les mains vides, et il vient toujours avec un invité formidable, et on est très heureux d'accueillir Dominique Hardy, fils de Robin Hardy, qui vient du Québec. Alors avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste rappeler que, bien sûr, Marc, on l'a accompagné dans ses sorties de films depuis des années. Il y a très nombreux films que tu as sortis ici. 2009, qu'on a gardé longtemps à l'affiche. Et ces films étaient parfois réalisés par des réalisateurs prestigieux avec des longues carrières, comme David Lean, donc pour La fille de Ryan. Je pense aussi à Milos Forman pour Ragtime. Et puis parfois de réalisateurs moins connus, mais non moins talentueux, comme Robin Hardy avec The Wicker Man. Et The Wicker Man est un film, on peut dire que c'est un film culte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film culte? C'est toujours un peu difficile à décrire, je vais tenter. C'est un film qui a parfois connu un succès limité, qui a atteint un public restreint au début, parfois, ou plus large, mais souvent restreint, et petit à petit, avec les années, grâce à un scénario original, à un thème un peu audacieux, à quelque chose qui fait que le film est inédit et différent des autres. Il devient, avec le bouche à oreille, il rassemble une communauté de fans qui grandit, et puis comme le film n'est pas vu depuis longtemps, bien sûr, il y a un succès, il y a une curiosité qui s'installe, et quand le film ressort enfin, ça devient un succès. Et Marc, on doit te féliciter au Grande Action, parce qu'on a tenu le film l'année dernière, non, il y a 2 ans, c'était à la 21. On a fait une avant-première juste avant le Covid, et on a rouvert à la fin du confinement. Et le film est resté plus de 5 mois à l'affiche. On a fait 6000 entrées, ce qui pour un film de patrimoine est vraiment un très très bon chiffre. Donc merci Marc. Bravo. Bravo à ton talent, ton enthousiasme. Et donc voilà, à toi la parole et à Dominique qui après le film donc, va nous parler de son père, du film. Et on se connaît à peine, en fait. Mais c'est magique. Mais c'est magique. En fait, formidable. Non, mais pour aller très vite, en fait, un film culte, c'est un truc qui échappe à tout le monde, je pense. Et... Microphone, c'est vous. Oui, pardon, excusez-moi. Un film culte, c'est un film qui échappe à tout le monde. Déjà, je vous remercie d'être là ce soir, parce que cette séance, elle s'est montée en 10 jours à peu près. Je profite du passage de Dominique à Paris. Il est professeur d'histoire de l'art et il accompagne une élève à Paris. Et il habite au Canada. On ne se connaissait pas il y a 2 mois. On s'est rencontrés le 30 avril et le 1er mai en Écosse, sur les lieux de tournage du film. Vous allez voir pourquoi ces dates-là, parce que ça correspond aux dates de l'histoire du film. Qui a déjà vu le film dans la salle? C'est bien. Donc c'est encore mieux parce qu'il y en a qui reviennent et il y en a qui n'ont jamais vu. C'est le but. J'attends ma fille, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ses copains, ses copines, elle est en retard pour tous les adolescents, ça m'énerve. J'ai plein d'amis dans la salle, il y a des gens qui étaient là le jour de l'ouverture, la première semaine d'ouverture, on avait fait des événements, on avait joué des morceaux de musique avec le Fantasy Orchestra qui est là, il y a 3 membres qui sont là, ils sont fabuleux. C'est les chorales, c'est les musiciens, ils interprètent des morceaux classiques de musique rock, et en fait, ce film-là, je ne le connaissais pas. Et nous, distributeurs, salles de cinéma, on n'est que des passeurs de quelque chose qui existe déjà. On ressort des films. Et si je peux faire ce travail-là, moi, petite société qui s'appelle Lost Film, c'est aussi parce que ce film existe et maintenant réexiste grâce à Studio Canal, qui est l'ayant droit du film, qui l'avait déjà restauré. En fait, le film a une histoire incroyable. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais moi, ma société s'appelle Lost Film. Celui-là était vraiment perdu, a failli être maudit, ne jamais voir le jour, et en fait, voilà, aujourd'hui c'est ses 50 ans, et en fait on a fêté les 50 ans ensemble avec plein d'autres gens qu'on ne connaissait pas, mais qui sont ici autour du film en Écosse. J'avais envie d'y être, il y a des gens encore plus fous que nous qui avaient monté ce projet-là, et on s'est retrouvés dans un cinéma à Newton Stewart, qui était un des lieux de tournage à l'époque. Le film s'est tourné à l'hiver-automne 72, dans plein de petites villes d'Écosse, qui vont composer ce lieu imaginaire, je spoil. L'île de Summerhill que vous avez découvert n'existe pas.
Par contre, je pense que vous allez faire un beau voyage. Vous allez suivre un personnage qui est un policier. Ce film-là, on en a beaucoup parlé comme un film d'horreur, mais tout simplement parce que tout a commencé aussi en France pour le Festival du film fantastique de Paris, où il a obtenu le Grand Prix. Il a failli ne jamais sortir dans son propre pays. Je raconterai ça tout à l'heure plus en détail. Je voulais donner la parole à Dominique et le remercier d'être là, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, j'ai vu beaucoup d'émotions dans sa présence. Il était aussi avec son frère qui s'appelle Justin. Justin qui est, lui, plus, j'ai envie de dire, dans le milieu du cinéma, donc il a peut-être plus l'habitude, et j'ai senti la même émotion que moi, en fait, des fois. Et c'est comme ça que tout s'est monté il y a quelques semaines, grâce à son passage à Paris. Et tout à l'heure, vous aurez plein de questions, je pense, parce que moi, ce film, je ne le connaissais pas il y a 5 ans, et ce qui a attiré mon attention, c'est que j'avais adoré un film d'Ari Aster qui s'appelle Midsommar. Je n'ai aucun intérêt à il n'y a pas besoin de moi, mais le film est génial. Et Ari Aster, dans toutes ses interviews, assez souvent parlait de Louis Kerman. Et moi, de Louis Kerman, j'avais entendu parler par mes copains du Fantasy Orchestra, qui jouaient des morceaux de temps en temps. J'avais un copain qui avait le 33 tours qui était introuvable. Et ce film était invisible, invisible de chez invisible. Quand Midsommar est sorti, je voulais le voir, je n'arrivais pas à le voir. Il y avait une vieille édition archi-diffusée de cinéma de quartier par Jean-Pierre Violet. Jean-Pierre Violet, c'est aussi un autre passeur. C'est des gens qui ont formé notre cinéphilie. Et nous, on continue, on poursuit ce travail-là. Et ce qui est important à savoir, c'est que cette année, c'est les 50 ans du film en Angleterre, il va ressortir pour le solstice d'été. Vous allez voir aussi pourquoi, c'est important dans l'histoire. Le 21 juin, dans plein de villes en Angleterre, dans une version restaurée 4K. Studio Canal a eu la gentillesse de m'offrir quelques t-shirts. Donc tout à l'heure, si j'ai le temps, j'en ferai gagner. Moi, j'ai plein de petits goodies, plein de petits objets que j'ai fabriqués. Vous avez peut-être pu trouver des badges, des allumettes qui étaient en cadeau à l'entrée. Mais en fait, ce film, c'est tout ça. C'est quelque chose qui nous échappe. Et moi, quand j'ai préparé la sortie, j'avais envie d'être à la hauteur du film et du culte. Parce qu'avant moi, il y en a qui l'avaient porté. Et je pense qu'en sortant, vous allez continuer de le porter. Et au mois de septembre, il va y avoir une ultime édition vidéo du film qui va sortir dans le monde entier, où les 3 versions du film seront compilées, alors que jusque-là, elles étaient impossibles à trouver. On reviendra tout à l'heure sur le détail pourquoi 3 versions. Mais c'est un film qui a été mutilé, qui a une carrière difficile, et voilà, elle continue avec vous. Je vous remercie du fond du cœur. Et maintenant, j'ai été très bon. Je ne sais pas quoi dire, mais il faut jouer pour. D'abord, merci beaucoup d'être là. Merci à ce cinéma, oui, c'est ça, Alexandre, à Grande Action, à toi, Marc, pour tout cet événement. Je sais qu'on va parler plus longuement à la fin, mais je peux vous dire en tant que nous sommes 8 enfants de Robin Hardy, avec 6 mères différentes. C'est pour ça que moi, je suis le seul rescapé du Canada. Et le seul qui parle français, parce que j'étais élevé à Montréal. Désolé. Pour moi, en 1974, justement, ce prix était majeur, j'avais 14 ans. Mais le film devenait déjà mythique pour moi, parce que je disais à mes camarades, vous savez, mon père a fait un film. Hein. Et surtout, ce que j'ai dit, c'est que c'est son premier film. Oui, son premier film. Mais ce film-là n'arrivait pas, c'était un peu comme L'Enfant et le loup. Hein. C'est un peu Massacre à la tronçonneuse. Oui, mais de toute façon. Un film qui fait histoire. Mais simplement pour dire que je pense que c'est dans les dernières années que pour mon frère et moi, le film acquiert maintenant une force qu'elle ne pouvait pas avoir quand nous étions adolescents. Nous avons été témoins de la flambée qui a eu lieu à partir de 1974 à Paris et plus tard, 4 ans plus tard dans les États-Unis. Nous étions à distance de tout ça et nous nous sommes réunis depuis 1 an pour... Mon frère est cinéaste, il crée un documentaire dans lequel nous sommes à la recherche du film et de notre père et de nous deux à travers ça, puisqu'on n'a pas grandi ensemble. Et c'était extrêmement touchant à Newton pour nous, à cause du rassemblement. C'est comme ce soir, j'ai déjà des frissons parce que je vous parle de ça. Mais je vais arrêter dans 5 secondes. Non, mais tu peux continuer. Non, mais c'est simplement de dire que il y a énormément de convergence maintenant au 50e anniversaire. Moi, dans une autre vie, j'étais
responsable de l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Montréal. Je contactais Studio Canal tout le temps pour avoir la permission de montrer des films. Et tout à coup, je me suis retrouvé l'année dernière à les contacter de manière très innocente. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques passages du film de notre père pour ce documentaire qu'on va faire? Et il y a toute une relation qui s'est installée depuis là. Mais de savoir que vous allez voir ce film ce soir, c'est vraiment un honneur pour nous les enfants, et je parle en leur nom, de savoir que tout ça fait partie d'un renouveau d'intérêt pour le film. Alors, merci beaucoup, et puis on se parlera tout à l'heure. Ce que je voulais dire, en fait, il y aura plein de surprises, mais juste après le film, on va passer un petit trailer du documentaire qui est en train de se faire, qui s'appelle Wickermania, où justement Justin, donc le frère de Dominique, et tous les deux sont en train de construire un film qu'on ne connaît pas, qui sera à la fois, je pense, autour de la recherche du père, du culte de ce film, et surtout ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'en fait ils ont mis la main sur des archives, des choses bizarres qui arrivent, et qu'on ne trouvait plus dans les greniers autres, ils ont des sacs entiers de matériel autour du film, des photos, des feuilles de service, j'imagine, des repérages, des choses comme ça. Et c'est juste fou. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, moi, quand je découvre le film en France, on cherche, il n'y a rien, quasiment rien. Il y a eu des articles dans Mad Movies, pourquoi je parle d'eux? Parce que je leur tire mon chapeau aussi, ce sont aussi des passeurs. Sans Mad Movies, le film n'existe pas en France. Sans l'écran fantastique, le film n'existe pas en France. Et ça se perpétue, on continue de le faire. Et ça continue maintenant aussi avec Studio Canal, parce que c'est eux qui mettent en lumière le film et qui ont les éléments du film. Et nous, on continue de le faire maintenant avec vous. Et je pense que vous serez les meilleurs ambassadeurs. Moi, quand j'ai découvert le film, un été après avoir vu Midsommar, et je pense que vous allez passer par cette phase-là, c'est les montagnes russes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un film musical, érotique, policier, enfin voilà, il y a plein de gens, et je ne savais pas quoi en faire. Je m'y suis attaché, je connais les chansons par cœur maintenant. J'ai fabriqué des songbooks aussi, vous verrez si vous voulez en récupérer tout à l'heure. Et je vous laisse le découvrir, je suis trop content que vous soyez ici nombreux pour nous accueillir avec Pierre Dominique. Voilà, tout à l'heure. Bravo. Bravo. Et on est impatient d'entendre chanter les chansons de Marc. C'est les questions que je fais. Oui, je vais laisser reprendre vos esprits. Après, je ne partez pas tous. Donc il y avait une séance du film en Écosse pour les 50 ans du film, à Newton Stewart, à laquelle j'ai assisté, là où j'ai rencontré Dominique. C'était une salle en gradin qui était de 200 ou 300 personnes. Et au milieu de tout ça, il y avait des gens déguisés avec des masques, ce petit masque que j'avais avec moi là-bas, que ma fille a peint et dessiné, qui est dans la salle, qui a vu le film au moins 4 ou 5 fois, qui a supporté la musique du film jour et nuit, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, moi je le préparais pour le sortir la fameuse année du confinement 2020, pour l'été 2020, et puis le monde entier s'est arrêté en mars 2020, enfin, plus ou moins tout le monde en même temps. Et quand ça a réouvert, fin juin 2020, sortir The Wickerman, personne ne le connaissait. Je me suis dit, bon, il va falloir refaire tout le travail, et je vais le préparer pour la bonne date, qui est Halloween. Parce que dans l'esprit, et pour les gens qui connaissent le film, c'est un film qui est associé au film d'horreur, au film fantastique, parce qu'il a été porté par des revues, j'en parlais tout à l'heure, parce que moi je continue de leur tirer mon chapeau, comme l'écran fantastique ou Mad Movies. Et si on cherche des traces de ce film-là, il existe à travers cette revue-là. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est que quand tout à l'heure je vous dis que The Wickerman obtient le Grand Prix du... Ça s'appelle pas encore le film, le Festival du film fantastique du Grand Rex, que certains ont connu, parce que je vois qu'il y a des très jeunes, des plus vieux comme moi.
Ce festival du film fantastique de Paris n'est pas encore en règle dans ses premières années, 72, 73, 74, mais voilà. Il se trouve que la personne qui tient et qui crée ce festival s'appelle Alain Chekhov et le fondateur de l'écran fantastique. Oui. Donc c'est un monsieur qui est toujours en exercice, cette revue existe toujours avec le Manolis, et c'est vraiment eux qui tiennent ce film à bout de bras. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'après ce Grand Prix à Paris, il ne sort pas en France plus que ça. Et je rembobine la conversation parce que maintenant que vous avez vu le film, je peux rentrer dans les détails, je ne vais pas vous saouler parce que j'ai envie de vous parler, surtout j'ai envie d'entendre Dominique. Et comme on a une surprise, c'est qu'avec son père, ils sont en train de préparer un documentaire, ils nous ont préparé un petit montage de 5 minutes, c'est pas sous-titré, mais vous comprendrez très facilement ce dont il s'agit. Il faut imaginer que Robin Hardy, c'est un tout jeune réalisateur, quand il fait The Wicker Man, c'est son premier film. Et le hasard, dans toutes ces difficultés, c'est quelques années plus tard, on voit la critique anglaise et des grandes revues vont qualifier ce film de Citizen Kane de l'horreur. Pas parce que Robin Hardy est Orson Welles, mais parce que d'un seul coup, en 1973, quand ce film sort, sa façon de raconter le fantastique, ou l'étrange, le bizarre, l'horreur, parce qu'en fait cette horreur elle est au fond très humaine. On est loin des chauves-souris, des vampires de Christopher Lee, des aliens, mais on est dans une façon où on raconte l'horreur. Il y a George Romero qui arrive, il y a Toby Hooper qui est pas loin. Les zombies en fait c'est un peu nous. Et là, c'est vraiment les gens de Sonora, on les connaît tous, ouais, presque. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est parce que Robin Hardy, quand il fait ce premier film-là, j'ai envie de dire, et puis on ne te dira pas, mais il a un peu la carte blanche pour faire ce premier film. Il l'écrit avec un compagnon de longue date qui est Anthony Sheffer, qui pour beaucoup d'entre vous ne dit pas grand-chose, ou ce nom dit peut-être quelque chose, parce qu'il a aussi un frère qui s'appelle Peter Sheffer, ils sont tous les deux scénaristes, dramaturges, j'ai écrit pour le théâtre, pour le cinéma. Anthony Sheffer, pour les cinéphiles, il faut savoir qu'en 12 mois ou 2 ans, pour le cinéma, il écrit 3 films majeurs. Si on considère que celui-là, maintenant, pour vous, il est majeur, parce qu'il écrit aussi, il adapte sa propre pièce qui s'appelle Le Limier, pour Joseph Mankiewicz, et il écrit au moment où se lance le tournage de The Wicker Man, il ne peut pas être sur le tournage du film, à grand regret, et accompagner son compagnon Robin Hardy, avec qui ils ont été longtemps associés, ils faisaient de la pub, et puis avec ce premier film-là, ils sont dans quelque chose de complètement différent, la fiction. Ils mettent toutes les formes, tout ce que vous voyez, tout leur cœur. Et il part pour Hollywood, pas pour Mankiewicz, mais pour Hitchcock, et écrit un film qui s'appelle Frenzy, des derniers films d'Alfred Hitchcock. Et en fait, ce film-là, que maintenant vous découvrez, qui est culte, c'est un film à 3 têtes. Mais pour tout le monde, et de l'extérieur, la tête la plus importante, c'est celui dont j'ai parlé, évidemment. C'est Lord Summerall, c'est Christopher Lee, qui est la star anglaise qu'on connaît, et qui d'un seul coup va avoir autre chose à défendre dans ce film-là que ses rôles de vampire ou de méchant, même s'il a continué de faire les méchants toute sa vie, qu'il a adoré faire ça, et que très récemment, une jeune génération s'est penchée sur lui, Tim Burton, et évidemment Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, il faut savoir que quand le film se fait, il se tourne, il y a une star, en effet c'est Christopher Lee, ils tournent en Écosse dans plein de petits lieux, ils montent leur film. Il y a aussi d'autres stars, parce que les jeunes femmes sont plus ou moins célèbres, pas pour vous, forcément le public français, mais à l'époque pour le public anglais, ou les gens qui aiment les films de la meuf. Et quand le film est monté, il a été produit par une petite société qui s'appelle British Lion. À ce moment-là, cette société est rachetée par un plus grand groupe qui s'appelle EMI, que vous connaissez plus, c'est associé à la musique. Et EMI, à ce moment-là, des années 70, spécule aussi sur de l'immobilier, sur le cinéma, rachète des studios de cinéma. Et en rachetant des studios de cinéma, c'est aussi des endroits où on produit des plateaux de films, et aussi dans lesquels des sociétés ont produit des films, et donc ont aussi des catalogues de films déjà produits. Et par exemple, EMI, ils sont derrière, si vous voyez d'anciennes éditions vidéo, des copies de films de Voyage au l'enfer, de Deer Hunter, il y a le logo EMI qui ouvre le film. Enfin, voilà, c'est plein de films qui ne pourraient pas exister sans eux. Mais quand les dirigeants de EMI découvrent le film de Robin Hardy, The Wicker Man, alors je ne sais pas s'ils disent comme moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pour le coup, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire que pour eux, ça ne va pas sortir au cinéma. Tu me corriges ou pas, mais c'est ce que j'ai appris. Et en fait, à ce moment-là, dans la salle, il y a Christopher Lee qui est là.
je ne sais pas, c'est entre la légende et puis les entretiens que j'ai pu lire, mais Christopher Lee a toujours été derrière le film, et il sait, au fond de lui, il sort de la salle et il se dit, bon, vous allez voir de quel bois je me chauffe, qu'est-ce qui va se passer. Il sait que le film va être montré, il a déjà été au Festival du film fantastique de Paris, et en fait, le film revient avec un grand prix. Et donc, pour les gens de EMI, à l'époque, ils se disent, ah bon, d'accord, il y a un prix en France, ça mérite peut-être qu'il sorte en salle. Et ce film sort en salle en Angleterre et dans quelques grandes villes, à une seule condition, c'est qu'il soit raccourci. C'est-à-dire qu'au départ, Robin Hardy pense à un film qui dure 1h40. Donc, on peut dire que c'est la version du réalisateur, qu'on appelle la Director's Cut. Et cette version-là, on leur dit, voilà, si vous voulez que le film sorte, il ne peut sortir à une seule condition, c'est comme ça pouvait se faire à l'époque, il va sortir sous un double programme, avec un autre film, de série A, un film un peu plus important, mieux produit, avec des vrais stars. Et cet autre film, c'est un autre chef-d'œuvre du film d'horreur britannique, et c'est Don't Look Now, Ne vous retournez pas, un film de Nicholas Roeg, avec un couple très beau, et avec une scène de sexe et d'amour, comme j'en ai jamais vu au cinéma, entre Julie Christie et Donald Sutherland. Le film se passe à Venise. C'est l'histoire d'un couple en perdition. Je vous invite vraiment, je vous parle de tout ça, parce que pour moi, c'est important de l'avoir en tête. Et si vous avez l'occasion de découvrir ce film, il est édité, c'est aussi un film chez Studio Canal, il est édité par Potemkin. Revoyez-le. C'est un voyage mental complètement fou. Et donc, il faut se dire une chose, c'est que The Wickerman en 1973 sort, pas dans sa version d'1h40, mais dans une version vraiment raccourcie, de 85 minutes, de 1h25. Cette version-là, j'espère que je ne suis pas trop, et après vous allez voir, elle s'appelle la Theatrical Cut, Theatrical pour les théâtres, les cinémas anglais. Et pendant longtemps, le film, donc le négatif qui existe, les copies qu'on tire, elles ne font qu'1h25. En France, le film ne sort jamais. Il sort en Angleterre, il sort un petit peu aux États-Unis, on veut qu'il y ait un distributeur, Robin Hardy, Christopher Lee, des fois accompagnent le film à l'étranger, il y a des séances dans des drive-in aux États-Unis, dans quelques grandes villes. Mais en fait, pendant des années, quand on voit ce film, il dure 1h25. Pourquoi je vous dis tout ce pendule-là? C'est parce que vous avez vu un film avec des images des fois un peu différentes ou altérées. Il faut imaginer que pendant longtemps, le film s'ouvre juste avec le générique et la chanson, des dragons qui décollent. Pas la scène de l'église, qui est hyper importante, qui nous dit que ce personnage-là, il vient d'un endroit très précis, et il va à la messe, il va à l'église, on ne le sait pas, mais on l'apprend plus tard, il est vierge et il va se marier, et il va débarquer, évidemment, dans la luxure et à ce moment-là. Et encore, là, vous voyez donc la version, qu'on appelle la Final Cut, parce que pour les 40 ans du film, Robin Hardy et Christopher Lee sont toujours vivants, et la Cinémathèque anglaise, la BFI, propose de restaurer le film le mieux possible. Et on arrive à une version d'1h35, c'est celle que vous voyez ce soir. C'était juste pour vous expliquer les différences de version du film et pourquoi il y a des petites scènes altérées, et vous dire que dans la version que le monde entier connaît ou découvre, le personnage de Christopher Lee, il apparaît la première fois que dans son château, quand Howie vient le rencontrer, l'interroger, qui lui raconte l'histoire de tradition, son grand-père, tout ça, comment il est lié. Il n'y a pas la scène de lui en kit, je suis pas en kit, je vais la où il y a les gens qui font l'amour dans l'herbe, les escargots, etc. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est la première nuit d'Howie, mais où est-ce qu'il est tombé? C'est ça que montre cette première nuit. J'ai dit tout ça. Est-ce que c'est le moment ou pas? Je te laisse prendre un petit peu la parole et puis on va prévenir peut-être la projectionniste de lancer le petit trailer. Oui, très bien, merci. Qu'est-ce que tu en dis Écoute, est-ce que tu as des choses à corriger? Parce qu'une fois de plus, moi je... Non, pas du tout, c'est vraiment bien résumé, merci. Et justement, ça correspond, je peux vous dire, à ce qu'on est en train de découvrir, mon frère et moi, en consultant des documents inédits. C'est-à-dire que... Oui, raconte-nous en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi la base du documentaire que nous sommes en train de créer. Alors, en 1960, dans l'hiver de 74 à 75, le Wicker Man n'est pas en train de faire beaucoup au box-office. Hein. Ouais. Et mon père, notre père, décide de tenter sa fortune à New York.
où il a déjà travaillé. C'est là qu'il avait rencontré Anthony Shaffer. Et ensemble, ils avaient fondé Hardy Shaffer Associates, une agence de pub à Londres. Et c'était leur carrière ensemble pendant plusieurs années, avant que Shaffer commence à trouver son indépendance avec Sleuth, qui était un grand succès sur Broadway, avant de devenir un film. Et ce projet, pour eux, c'est un projet d'adieu. Allez, on fait quelque chose de très grand pour se dire au revoir. C'est tout à fait amical. Et puis, de toute façon, les familles prennent des vacances ensemble, les Shaffer et les Hardy à l'époque. Mais voilà, tout ça tourne un peu au vinaigre alors que le Wicker Man peine à trouver sa place dans l'univers des films, ne trouve pas son succès. Et donc, en tentant de trouver sa fortune à New York, mais en fait, mon père, je ne cache rien là, il a abandonné sa conjointe, Caroline, et 2 enfants, Justin et Arabella. Donc, ils sont mon demi-frère et ma demi-sœur, et c'est avec Justin, qui est devenu par la suite cinéaste, le seul d'entre nous qui est devenu cinéaste, et qui a une longue carrière pour la BBC, Channel 4 et d'autres, d'émissions d'histoire, parce que c'est une historienne, mais tournée en drame, donc drame et reconstitution, voilà. Et donc, en quittant la famille, il a tout quitté, il a vraiment pris une valise, et puis un briefcase, c'est à peu près tout. Ma belle-mère... À ce moment-là, tu es où alors? Moi, je suis au Canada et tout ce que je vous raconte, je ne l'ai su que plus tard. Mais parce que moi, ma mère m'a élevé à Montréal. Alors, très rapidement, et je vous épargne tous les autres détails, mais moi, je suis né en 1960 et mon père et ma mère étaient ensemble pour 2 ans environ, c'est tout, à Montréal, à New York. Et voilà, moi, je suis né à New York, ma mère m'a ramené à Montréal. Et m'a élevé là à partir de 61. Et en 62, à New York, il rencontre la maman de Justin et Arabella. Donc, c'était son plus long mariage, jusqu'en 74-75, mais il les a abandonnés. Donc voilà. Et tous les deux, vous vous croisez par exemple sur le tournage, je te coupe, mais tu as été sur le tournage à l'époque? Non, pas du tout. Justin avait comme 5, 6, 7 ans. Moi, j'en avais 12. Par contre, j'étais là à Noël 72, parce que moi, je visitais mon père une fois par année à partir de l'âge de 9 ans. Et cette année-là, c'était à Noël. Alors, vous imaginez, vous amenez un adolescent de 12 ans à voir ce film-là. Il y a des scènes qui font une certaine impression, voilà, je veux dire comme ça. Et non, évidemment, un garçon qui atteint l'adolescence, bon, c'est les scènes d'érotisme, mais quelqu'un qui a 12 ans qui voit la scène finale, c'est aussi une terreur complète. Et finalement, mais Justin avait 4 ans de moins que moi, donc 8 ans, 9 ans, voilà. Et je dirais 11 ans quand Robin les a quittés. Et en quittant, il a tout laissé, tout son bureau, tout. Et ma belle-mère a dû vendre la maison de Londres. Elle s'est réfugiée avec ses enfants à Banbury, qui n'est pas loin de Birmingham, dans une maison forcément beaucoup moins chère. Et elle a tout amené avec elle. Et le bureau de mon père, elle a mis tout ça dans 6 grands sacs de plastique. Et quelques années plus tard, elle vend la maison de Banbury, mais elle n'a pas grand intérêt à amener les sacs de plastique avec elle. Évidemment, moi-même, je n'y pense pas, Justin non plus. Mon père ne nous parle jamais de tout ça parce qu'il a laissé tout ça en arrière-plan. C'était assez, il faut dire, assez lâche ce qu'il avait fait, et puis il n'a pas contacté ses enfants de ce mariage-là pendant 5 ans. Mais par la suite, on a tous compris ce qui se passait avec The Wicker Man, avec quelques anecdotes de notre père, avec tous les articles dans Ciné Fantastique et d'autres, et on voyait nous-mêmes la légende. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une certaine distance, parce que c'était médiatisé ce qu'on trouvait. Mais il y a 2 ans, une très gentille femme écrit à mon frère et dit: écoutez,
J'habite à Banbury, j'ai acheté de quelqu'un qui avait acheté la maison de votre mère. Et il y a ces 6 sacs. Et on n'a jamais regardé dedans, et puis là on fait le ménage. Puis savez-vous, il y a les documents de votre père, il y a un scénario du Wickerman. Alors je vous ai retrouvé, je vous offre ces 6 sacs. Ou bien je les mets à la poubelle, ou mon feu, que voulez-vous que je fasse? Alors mon frère dit, ah ben non, je les prendrai bien ici, ce serait gentil. Et à ce moment-là, notre père était décédé en 2016, là on est en 2021. Il faut savoir qu'on avait eu plusieurs discussions entre 2016 et 2021. Moi je suis l'exécuteur testamentaire pour la succession. Et comme mon frère avait une certaine image négative de notre père, il proposait des films d'un angle que je ne trouvais pas tout à fait heureux. Mais là, il m'annonce en juillet 2022 qu'il a finalement ouvert ses sacs qui étaient chez lui pendant 8-10 mois. Et il me dit, bon, là j'ai compris, écoute, là, il y a un film à faire parce qu'on a tous ces documents de 1970 à 1974 et ça couvre la conception, le développement, la préparation pour la production elle-même et les coupes sauvages de British Lion jusqu'au film, au prix du film fantastique. Et on a un regard inédit sur comment le film est arrivé. Et comme il y a une grande mythologie et même des très bonnes recherches qui existent sur toute cette période-là, nous avons maintenant des explications qui forcément échappaient aux chercheurs parce qu'ils n'avaient pas accès à ces documents-là. Et c'est à partir de là que le documentaire qu'il a conçu a été commencé. C'est un mélange d'entretien avec des spécialistes qui nous expliquent, surtout à mon frère qui est tellement... c'est quoi ce film-là? Pourquoi c'est important? Je ne comprends rien. Dites-moi pourquoi c'est important. Donc on a interviewé 12 spécialistes, mais c'est aussi nous en train de regarder les documents, en train de réfléchir à ce qui s'est passé, et là on se rend sur les lieux en Écosse du tournage, là où l'homme d'osier a été brûlé, nous y sommes allés. Là où il y a eu la presque séduction de Howie par Britt Ekland, nous y sommes allés, oui. Enfin, donc il y a eu des moments de tournage en septembre, en février, octobre et en février, et là en avril. Il y a un peu en avril aussi, c'est ça. Donc nous sommes en plein montage en ce moment. Et nous sommes vraiment sur ce chemin que j'évoquais tout à l'heure, celui d'être à la recherche de notre Père, recherche de parce que même si en tant qu'enfant de quelqu'un qui nous a quittés de manière assez cavalière, il y a quand même ce film, il y a quand même cette magie dans le film, et on cherche à comprendre la créativité finalement. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ce groupe de personnes ont réalisé cette chose? Parce que personnellement, je suis vraiment ému, de plus en plus ému, parce que je me rapproche du film lui-même. Mais c'est aussi savoir, je suis historien de l'art, je veux comprendre comment, comme œuvre d'art, ça fonctionne. Qu'est-ce qui échappe à l'explication? Mais aussi, comment se fait-il que cette bande de scénaristes, metteurs en scène, régisseurs, art director, etc., toute cette équipe aurait pu se retrouver un contre-vent et marée et faire cette chose-là. Ce que je vous propose, c'est de voir le petit trailer qui fait 5 minutes. En anglais, vous allez oui, comprendre. Oui. Et j'aimerais m'excuser pour une chose, la fin du trailer. La deuxième partie du trailer, c'est quelque chose que nous avons préparé pour une campagne Kickstarter qui va commencer dans 2-3 semaines. Nous ne sommes pas en train d'essayer de vous convaincre, précisément, mais on a décidé de le garder dans ce trailer-ci après la première 2 minutes parce que en fait, c'est Justin qui explique pourquoi on fait le film et j'ai trouvé que c'était quand même intéressant.
Et puis donc on regarde ça, et puis juste après, ça m'intéresserait de... C'est la parole. Merci. Moi aussi, j'ai été à Newton Stewart. Par contre, je n'étais pas à Londres avec Brick Eklund. Non, C'est ça, Square. Voilà. Il est toujours vivant. Willow, il est toujours vivant. J'ai envie peut-être de me la parole parce qu'il est déjà 10h30. Je ne sais pas si vous avez des... Non, mais en fait, moi, je pourrais parler des heures et puis j'ai des choses à... On se connaît après, on s'est vu 24 heures et puis je suis en trop content que ce soit là. Et vous pouvez dire, j'étais là, j'ai rencontré Dominique Gardi. Parce qu'en fait, il se passe toujours des choses, c'est marrant parce que là, il va y avoir peut-être un appel pour vous aider à financer ce projet-là. Il faut imaginer qu'en 2013, quand on fait les 40 ans du film, qu'il faut le restaurer. On n'a pas tous les éléments négatifs du film pour avoir le film le plus complet. Et à l'époque, déjà sur Facebook, il y avait eu un appel et un groupe de créer pour essayer d'aller le rechercher, il existe encore, où on demandait aux gens dans le monde entier si vous avez des choses sur Dominique Carmin, faites aussi, parce qu'il faut qu'on trouve. Et il y a plein de gens comme ça qui accumulent des objets, des éléments, et là, vous êtes en train de trouver le mystère du film. Et c'est vrai que même pour moi, préparant une sortie, il y a 2 ans, mais trouver une belle photo du film, ou des éléments, ou des sources, je ne sais pas, c'est flou, il y a très peu, alors sur les sites anglais, ça existe, hein, mais sinon c'est impossible. Et donc là, vous avez quelque chose de magnifique entre les mains, et j'ai hâte de voir ça. Oui, merci. Et ça se passe très lentement, mais je pourrais dire qu'en soutien à ça, nous avons déjà fait un dépôt auprès des archives de British Film Institute, de tout ce qui était dans le bureau de notre père en 2016, à son décès, dans les 2 bureaux. Et ces papiers-là, ils les rejoindront un jour et il sera possible finalement de faire des recherches. Les spécialistes vont faire des recherches sur le film, sur notre père, et nous pourrons continuer à déposer des choses que nous découvrirons en cours de route. Donc il me semble que c'était ça la chose la plus importante éventuellement à faire, c'était de confier à une institution publique le patrimoine de ce film. Je pense que c'est un truc qui est miraculeux, en fait, c'est comme Anthony Sheffer et ton papa Robin dit, c'est-à-dire que Justine est cinéaste, toi, tu es chercheur en histoire de l'art, donc tu es le bon complice pour trouver une source, enfin une solution à tous ces éléments que vous avez montrés.
Oui, et Justin a fait ses études d'abord, avant les études de cinéma, et sa carrière à Oxford en histoire. Et toutes ses productions en reconstitution historique se basent, et c'est un credo duquel il ne bouge pas, sur des sources historiques vérifiables. Donc des documents, des lettres, des journaux intimes, etc. Et c'est formidable en fait de travailler avec lui parce qu'on a la même ethos de vérification des sources et on questionne les sources aussi. Et alors dans ces archives, dans ces sacs en plastique, qu'est-ce que vous avez découvert d'étonnant par rapport au film, des vraies découvertes surprenantes par rapport au casting peut-être, par rapport à la façon de travailler de votre père, par rapport aux différences avec le film auquel il rêvait et peut-être le film qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant comme trouvaille? La première chose, pour nous c'est clair que le film a son début avec Christopher Lee. Et ça c'est... Les documents nous le montrent assez clairement. Christopher Lee voulait s'émanciper des Hammer Horror Films, des Dracula et tout. Il cherche quelque chose à la hauteur de ses talents. Il a un ami, Anthony Shaffer, qui est célébré justement pour la qualité de ses dialogues. Et donc, pour un acteur, c'est super important, parce que Sleuth était en train de faire tout un tabac à Broadway à l'époque. Et c'est Christopher Lee qui découvre ce roman qui était passé un peu inaperçu, qui n'est pas à des milliers de kilomètres de son genre, mais c'est un roman qui s'appelle Ritual, de David Pinner. Et je te coupe pour sortir dans son principe. Oui. Il y a un roman qui est peut-être au tout départ de l'histoire. C'est ça. Et Christopher Lee croit que c'est une intrigue qui pourrait être adaptée pour lui. Il confie ça à Shaffer, et Shaffer dit d'accord, et puis par ailleurs, si on fait ça, si on tourne ça en long métrage, j'aimerais que mon copain Robin Hardy soit le metteur en scène. Et c'est comme ça que tout s'est organisé. Et moi j'avais 10 ans l'après-midi à Bolter's Lock, dans la Tamise, où Shaffer et Hardy ont passé une très longue après-midi avec beaucoup de whisky à imaginer. Ça, j'ai lu dans les interviews. Oui. Mais, et ensuite, ça dort un peu parce que bon, les deux Shaffer et Hardy sont occupés. Mon père subit une crise cardiaque en mai 71. Bon, il perd toutes ses compagnies, il frôle la faillite, pardon. Et à l'automne 71, c'est Shaffer qui dit écoute, tu pourrais préparer le film, tu pourrais faire des recherches. Alors, il va lire The Golden Bough de James Fraser, qui est un ouvrage monumental de synthèse sur l'ensemble des mythes celtiques, etc., et de l'ancienne Europe, publié vers toute fin du XIXe siècle. Tout ce qui est mythologie anglaise, de l'ancienne religion, comme on dit dans le film. Et c'est à partir de là, je pense que mon père a campé une première version, si on veut, à partir de la structure qui avait été inventée ensemble avec le whisky. Et Shaffer prend ça et réécrit, parce que c'est lui, évidemment, qui a la verve, les dialogues. Et c'est ce scénario-là qui est envoyé à Christopher Lee, finalement. Et Lee, Shaffer et le producteur Peter Snell ont déjà formé une sorte de compagnie. Et là-dedans, ils ont obtenu les droits de David Pinner pour l'adaptation de son roman. Donc, ils ont vraiment fait un travail de préparation assez important. Et puis finalement, c'est à l'été 72 que le casting arrive. Et nous avons des lettres de mon père à Michael York. Et les réponses de Michael York, écrites à la main. C'est illisible. Pour le rôle de Howie, pour le rôle de Howie, oui. Parce que Lee allait évidemment faire Summer Isle. Mais on est seulement à Howie et à Summer Isle. On est juin 72. Le film doit être fait à l'automne. Et on ne parle pas
de Britt Ekland. Des Samouraï Girls. Non, c'est ça. Les filles de Samouraï. Et en fait, juste pour expliquer au public français, Edouard Louvois, qui joue le rôle de Louis, tu peux nous en dire quelques mots, qu'on ne connaît pas. Non, mais c'est ça. Mais, alors, ils ont fait le tour de David Hemmings, de Terence Stamp, de Michael York, et finalement, c'est non. Mais on pense à Edward Woodward, et je pense que c'est Peter Snell, le producteur, qui pense à lui parce que Woodward, comme lui, est vétéran d'abord d'une formation théâtrale, hyper importante, et deuxièmement, a joué le lead d'un policier dans une série qui s'appelle Callan, où il était un peu policier. C'est une série télé, ça. C'est une série télé. Donc il est connu du public britannique, mais pas du tout mais le casting là a été bien fait parce que les deux, finalement, c'est une histoire d'amour et entre les deux, les deux hommes, un jeu entre deux hommes. Et donc comme le feront Michael Caine et Laurence Olivier dans le film de Sleuth, dans le Ligné. De Ligné, c'est vraiment ces deux-là qui étaient les plus importants. Et Britt Ekland arrive juste à la fin, les autres aussi. Et j'aimerais vous dire aussi que le père de Britt Ekland, Lindsay Camp, il joue donc le tenancier du Green Marine. C'était un ami de mon père, et c'était un casting pas exactement pervers, mais un contre-casting fait par exprès. Et ça il y en a 2 ou 3 comme ça dans le film. Et par exemple, ils ont amené Ingrid Pitt, qui joue la bibliothécaire. Elle a une séquence quand il vient consulter oui, elle a les cheveux tournés comme ça. Un peu comme la princesse Léa. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est comme Lee, elle est une vétérane des films d'horreur Hammer. Et donc, on jouait avec les attentes du public. Il y a beaucoup de jeux, finalement, dans toute l'histoire de la production du film. Et ils ont travaillé très vite. Peut-être trop vite, sauf que ça a donné des résultats, une texture, je dirais, au casting et à certaines des prises, etc., qui finalement servent le propos du film. Justement, attendez, il y a une question là. Non, allez. Est-ce que quand vous êtes allé sur place, sur les lieux du tournage, il y avait une ambiance dans le village, vous avez pu parler avec des habitants, il y avait quelque chose de mystique, ou je sais pas, c'était une légende un peu. Merci, oui. Alors, en fait, dans tous les petits lieux, parce qu'il y a plusieurs villages qui ont été, il y avait toujours des personnes qui disaient « Ah oui, soit moi j'étais là, j'étais enfant, j'étais parmi les extras, ou mon père, ou mon oncle, etc. » Et vous savez, la scène dans le cimetière où Howie brise le bois et fait une croix, et en arrière, il y a une femme avec un enfant au sein. Eh bien, Newton Stewart, l'enfant, le bébé, est venu. Elle a 50 ans cette année. Elle a 50 ans, c'est ça. Et nous avons rencontré plein de gens comme ça partout. Et nous avions l'impression d'ailleurs que la population des lieux appréciait beaucoup que le film avait été tourné là. Il y avait eu beaucoup d'amitié entre les gens et puis les gens de la production, les acteurs, les actrices, etc. Et finalement, on sentait que ça avait laissé une trace dans la prochaine génération, que c'était comme une histoire locale qu'on transmettait. Dans un des villages, il y avait des plaques. Telle scène avait été jouée ici, telle autre scène là. Et je n'irai pas trop là-dedans, mais parce que c'est tellement loufoque et ça a été tellement trop traité, mais il y a toute une histoire dans la littérature sur ce film sur les fesses, si je peux dire, de Britt Ekland, parce qu'elle a été doublée. Quand on voit la voix derrière, elle a été doublée. C'est la chanson de Willow. Oui, mais il y a au moins 5 identités qui se proclament pour avoir été les fesses de Britt Ekland. Et donc c'est impossible de savoir qui a raison. Mais je pense que c'est ce qui arrive avec des films comme ça. Les légendes, la mythologie,
sont foisonnantes et c'est normal d'une certaine manière que ça se fasse. Et enfin, il y a eu pendant longtemps dans cette région-là le Wickerman Festival, qui était surtout quelque chose de très amical, très local, très régional. On brûlait à Wickerman à la fin, mais avant ça, c'était vraiment un festival de musique très, très sympa pour la famille, etc. Très folk. Ça aussi, ça avait été comme un petit moteur économique. C'est une partie de l'Écosse qui n'a pas beaucoup de moteur économique, qui a connu beaucoup de souffrances avec les coupures répétées du gouvernement central à Londres. Et donc, mon frère et son producteur pensent à peut-être essayer de travailler avec, je suppose, le gouvernement de la région pour voir si ce ne serait pas possible d'établir une sorte d'école d'été de cinéma dans le coin pour que les gens continuent à venir et qu'il y ait quelque chose qui ait un impact économique à la fois du film, mais aussi de notre propre documentaire. Que ça ne soit pas juste aller là et ramener, mais vraiment essayer de laisser quelque chose de collaboration sur place pour honorer justement cette mémoire très vive qui est entretenue par la communauté. Moi, juste pour rebondir sur ce que dit Dominique et sur votre question, et sur les légendes et les lieux de tournage et l'accueil, en fait, ce qui est magique, c'est que ce film-là, c'est un film comme les autres. Il est cul, bizarre, maudit dans sa fabrication, mais tout marche. C'est-à-dire que vous sortez de là, vous pensez que l'île Sommerard existe, mais non, c'est plein de petits bouts de plein de petits villages d'Écosse. Ce château de Lord Sommerard, c'est même 2 châteaux qui en font un, entre son jardin botanique, on en parlait tout à l'heure dans le film, et l'intérieur du château lui-même. Et l'endroit où va amérir l'hydravion, le port, c'est un village qui s'appelle Cocton. La grotte à la fin, quand on voit enfin Rowan Morrison, on est au bord de la mer, et il court vers elle et puis il va s'enfoncer dans la grotte. Ça, cette petite niche dans la roche, elle existe toujours. Elle n'est pas loin de l'endroit où on était le 1er mai, où a été refait à nouveau un bûcher avec un faux Wickerman de 4 mètres. Dans les lieux exacts du tournage, dans l'axe du soleil, on y était au mois de mai, il y a une réplique, et cet endroit-là, vous pouvez le visiter très facilement. C'est un endroit qui s'appelle Burrowhead, qui est maintenant un petit camp, village de vacances, où des gens peuvent prendre un bungalow ou camper s'ils veulent, et vous pouvez vous remettre dans les lieux du Wickerman. C'est vrai que c'est assez... c'est très vaste, en fait, c'est sur une région de 50 km à la ronde, et c'est des lieux très... éloignés les uns des autres, et des fois, dans un tout petit village, c'était pour... j'ai eu la chance, j'ai passé que 3 jours, mais l'endroit où il y a l'école et le cimetière en face, ça n'a pas bougé. Vous avez l'impression d'être dans un film justement de la Hammer, mais tout est là, et l'endroit où il y a le Maypole, il danse avec la chanson. Enfin, vous devriez chanter, ça n'a pas bougé, il n'y a plus le mât, mais en fait, c'est vraiment l'un en face de l'autre, et vous pouvez y aller tout seul. Et même la maison qui sert d'école, c'est juste une maison de plein pied. Vous pouvez la louer en bed and breakfast et le cocher, mais il faut aussi prendre à l'avance si vous voulez dormir dans le lieu du tournage. En fait, c'est un film comme les autres où d'un seul coup, il a fallu trouver des décors, un casting, et mettre tout ça ensemble. Et surtout, ce dont on n'a pas parlé encore et qui me tient beaucoup à cœur, c'est la musique du film, parce que ce film, en fait, est complètement à part. Moi, je le sais, on n'en a pas parlé, mais je vous invite vraiment à revoir le film. Il y a ce DVD qui existe, qui est sorti il y a 2 ans, mais il y a un nouveau coffret qui va arriver si vous voulez avoir toutes les versions complètes. Après, c'est anecdotique. Voir toutes les versions, je pense que c'est pas très grave. Mais par contre, c'est vrai que la première version d'une heure 25, elle est vraiment tronquée. Mais quand vous verrez celle d'une heure 40, il y a des petites clés en plus sur le parcours du personnage, mais c'est anecdotique. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas vu le film de ce que je voulais dire. Tu parlais de la musique. La musique, voilà, qui est importante. Et deux choses que vous ne savez pas, la scène d'ouverture à l'église, le prêtre, c'est Robin Hardy, c'est le réalisateur du film, ton papa. Moi, à la fin, quand il y a toute la procession et puis les gens en bas du Wickerman, la foule qui danse, j'aperçois et je revois Anthony Shaffer, c'est peut-être son frère, c'est Peter Shaffer, c'est hallucinant, c'est son frère jumeau qui est lui-même aussi dramaturge, qui assiste au tournage, et je le reconnais. Je vois aussi les musiciens que vous voyez la première fois jouer au Queen Mummy.
The Landlord, Daughter et les autres chansons. C'est les vrais musiciens du film. Ils se sont rencontrés pour le film, ils n'ont existé que pour le film. Et c'est pareil, la musique est mythique, quoi. Les chansons sont mythiques. Et moi, à l'époque, j'en ai là, j'ai fait exprès un petit songbook avec toutes les chansons du film parce que c'est pareil. On ne le trouvait pas, en fait. Trouver la musique du film en France, c'est un 33 tours sur eBay, mais ça n'existe pas. Par contre, les Anglais, avec le culte du film, et quand le film a été restauré en 2013, dans la foulée de la restauration, il y a eu ce Blu-ray, et vous trouviez le CD dedans. Si jamais vous cherchez la musique du film, vous m'envoyez un mail avec ce film, je ferai en sorte de vous envoyer les musiques, les chansons. Alors, en fait, on n'a plus que 5 minutes. Plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. 5 secondes, Eric, parce que je te connais. Et on te connaît, tu as des questions tellement longues. Pourtant, il faudrait laisser Dominique parler, vous avez le cours. Alors, vas-y. Ouais, je rebondis d'abord sur ce que disaient à la fois Dominique et Marc. Par rapport à Sir Christopher Lee, le courage qu'il a eu à cette époque-là, en 72, 73, 74, c'était là, on parlait avec Dominique Hardy dans les couloirs de Anthony Sheffer et du Limier, et de ce cinéma du début des années 70, 72, 73. Et il y a un truc qui me saute aux yeux en voyant le film, c'est que Christopher Lee et Britt Ekland, la même année, tournent dans Le Pistolet d'Or, un des meilleurs James Bond avec Roger Moore. Et moi, je trouve qu'il y a un sujet qui est important quand même, 50 ans après, là, en 2023, le 1er mai, l'action. Je pense quand même que le film a peut-être eu des problèmes aussi, parce que, alors, je ne sais pas ce que va répondre Dominique, c'est la thématique du film. Il y a un sacrifice humain à la fin. On sait qu'aujourd'hui, encore en 2023, j'en parle ici librement, il y a malheureusement des sectes sataniques et tout. Et je trouve que votre papa et monsieur Schaffer et monsieur Christopher Lee, j'ai rencontré, qui était un homme extraordinaire, et ils se sont battus à travers un film fantastique pour montrer aussi quelque chose qui peut exister. Et puis j'ai pensé bien sûr à la BBC, les années 70. La question, ce film pour moi, il est culte, mais il est très très classique aussi. Et j'ai l'impression qu'il a été, on l'a empêché de vivre ce film, peut-être, à travers son sujet qui est très fort. La question, qu'est-ce que vous en pensez? La fin est très dure. Merci. Mais c'est une question quand même pérenne et nous y avons beaucoup réfléchi. Puis, d'une part, le film donc, rencontre les difficultés qu'on connaît tout de suite. Après le tournage, le montage est terriblement difficile, etc. Et on a affublé Christopher Lee, non, à l'avant-scène de ça, on l'a affublé de le film qu'on ne voulait pas que vous voyiez. C'est comme ça. Mais, très bien. Et puis la somnolée. Une chose que nous avons réfléchi, c'est que lorsque le film arrive aux États-Unis et arrive notamment à San Francisco en 78, fin 78, début 79, nous pensons qu'en fait, par un hasard dont seulement quelque chose de mystique aurait le secret, le film devait attendre son public. Vraiment. Quand il arrive à San Francisco, on a fait les choses de base de la recherche. Le film devait sortir à une date prévue donc 2-3 mois à l'avance, qui finalement a été 2 semaines après l'assassinat de Harvey Milk et de George Moscone, donc le maire et son conseiller homosexuel, les 2 premiers élus, et dans une ville qui à ce moment-là est très bien connue comme étant une ville LGBTQ+. Et donc il y a quelqu'un qui les assassine, et c'est un moment charnière dans le mouvement des droits LGBTQ. Le cinéma où devait paraître le film, c'est le cinéma où depuis 30-40 ans, on montre le cinéma alternatif qui ose traiter de thème gay. Et je pense que finalement, c'est au mois de janvier 1979 que dans un autre cinéma de la même chaîne, le film sera présenté pour la première fois. Et c'est là que commencent toutes les revues dithyrambiques.
Mais nous pensons qu'il y a quelque chose dans la conception du film, dans l'exécution, la préparation, la production du film, il faudrait commencer à parler de ce film comme un film queer. Par là, je veux dire qu'il, par exprès, contournait des genres, qui mélangeait les genres dans le point de vue de gender. Christopher Lee à la fin, hein, on l'avait toujours accepté comme oui, ben, c'est normal, il joue ce personnage, mais en fait, il y a des clés de transfert de genre qui sont très importants et peut-être inconscients de la part de Shaffer, de Hardy. Mais c'est déjà dans. La Grande-Bretagne n'a légalisé l'homosexualité qu'en 1966. Ces deux jeunes hommes ont grandi dans un Soho où on avait une culture gay souterraine, pour ainsi dire, tacite. Mais eux étaient tous leurs amis dans les affaires du cinéma et de la télévision et de la pub. Il y avait une grande. Il y avait beaucoup d'amis gays. Et je pense qu'il y a quelque chose à rechercher ou à réfléchir sur ce film, c'est que une des raisons pour lesquelles son statut culte commence, c'est parce qu'il parle à beaucoup de groupes, beaucoup de sentiments identitaires. Et c'est pour ça qu'il a été approprié par tant de gens comme dans leur film. C'est parce que c'est un film intelligent qui défait les normes à travers le conflit Paganism Christianity. On peut réfléchir sur d'autres conflits qui existent à la même époque. C'est largement allégorique, je pense. Merci. Si vous voulez il faut fermer la salle. Moi j'ai plein de petits objets, voilà, si vous voulez aussi. Est-ce que je pourrais dire une chose? Oui, bien sûr. Je voulais encore vous remercier Marc et Alexandre. Et vous tous et toutes, mais aussi les collègues projectionnistes pour le travail très apprécié. Et moi, j'ai voulu le faire tout à l'heure, mais en fait, je remercie une personne hyper importante, c'est Victor, qui est l'un des assistants à la salle, qui est l'agent programmateur, qui programme la salle. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, et c'est lui qui a fait en sorte de trouver de la place au milieu de tout le programme pour une séance ce week-end-là. Et c'est avec lui aussi que je prépare les autres événements. Et un prochain film, c'est le hasard, qui sort mercredi. Je vous invite à voir, c'est une autre pépite anglaise. Ça s'appelle 3 milliards d'un coup. Et il s'appelle Robbery, c'est un film de Peter Yates qui se passe à Londres. Une histoire vraie de l'attaque du train postal Glasgow-Londres de Peter Yates. Et il y a un petit événement mercredi soir, c'est Cédric Ranger qui vient présenter le film. Et il y a un double événement samedi prochain, si ça vous intéresse, un double programme braquage avec Nicolas Kriev qui présentera son film Le Convoyeur. Vous avez peut-être raté il y a quelques années, un super film avec Jean Dujardin et Dupontel. Et après, il y aura une rencontre avec Nicolas Kriev et il viendra présenter aussi Première Main. Je vous remercie vraiment beaucoup, je remercie le cinéma qui m'a accueilli 2 minutes vraiment de sa vie. Très heureux. Il en a hâte de voir le documentaire. Voilà. Merci beaucoup. Vous aussi. Bonne soirée, merci à tous. Bravo. Merci pour Non, si vous voulez des adresses pour l'Écosse, si vous voulez des chansons, vous m'envoyez un mail, vous venez me voir. Il faut qu'on prenne tout, hein, parce que Allez. Non, mais c'est une bonne question.